La radiodiffusion télévision française vous prie d'écouter Thèmes et controverses, revue radiophonique des idées et des lettres de Pierre Cipriot. Aujourd'hui, à l'occasion de la publication de l'œuvre d'Alain dans la bibliothèque de la Pléiade, édition Gallimard, Les dieux et les arts selon Alain, avec la participation de Georges Bénézet, André Bridoux et Maurice Savin. L'histoire de mes pensées, ce livre où Alain revient sur sa vie et prend pour centre son idée de la philosophie, entendue comme doctrine de salut, c'est toujours le sens d'ailleurs qu'il a donné à la philosophie, une doctrine de salut. Ce grand texte donc de l'histoire de mes pensées ouvre l'ouvrage que nous présentons ce soir. André Bridoux, qui va être un de nos interlocuteurs, écrit que Alain était rebelle à la confidence, tout au moins à cette forme de confidence où l'analyse de soi n'est pas tempérée par la part objective d'un arbitre dont le rôle précisément est de rétablir l'équilibre entre une âme qui s'abandonne et cette même âme qui s'adresse aux autres. Au fond, Alain ne voulait pas s'abandonner et c'est dans cette mesure qu'on peut dire qu'il était rebelle à la confidence. Maurice Savin, qui participera également à l'entretien de ce soir, écrit de son côté que Alain a inventé une forme de confidence qui défie la confidence. En somme, une forme de confidence qui fait d'abord confiance aux autres et à soi, par conséquent, forme paisible et amicale des rapports entre les hommes et qui dispose à juger favorablement de l'homme. Et en effet, Alain, dans l'histoire de mes pensées, est à la recherche d'une certaine tenue de soi. La conscience de soi, ainsi entendue, est toujours implicitement morale et c'est le fil conducteur de l'humanité. Eh bien, pour présenter ce livre ce soir, je crois qu'il faudra surtout essayer de rattacher la plupart des idées que nous serons amenés à formuler sur la pensée d'Alain en général à des expériences réelles. Et j'aimerais qu'André Bridoux nous dise comment Alain, dans ses rapports humains, appliquait lui-même cette sorte de maxime de la confidence réfléchie, non pas étudiée, non pas composée, mais la confidence qui ne s'abandonne pas. Dans le courant de la vie, Alain répugnait à l'entretien de confession. Et peut-être surtout dans les débuts, c'est-à-dire au temps où je l'ai connu, vers 1912 ou 1913. Les choses allaient si loin en ce temps-là que nous n'aurions pas osé faire allusion au livre qu'il avait publié. Il estimait que l'entretien de confession ne met pas les relations humaines sur un bon plan, que tout devient vantardise ou jérémiade. Le style authentique des relations humaines n'est pas de ce côté-là. Oui, il fallait avoir toute une vie derrière soi pour pouvoir raconter cette vie. Oui. Et peut-être, Maurice Savin, pourriez-vous préciser ce ton de confidence qu'il y a chez Alain ? Ma vue, à moi, est tout à fait différente, parce que j'ai été pendant des années le confident intime d'Alain. Mais j'ai pu voir une chose, c'est qu'il me semble qu'il a fallu qu'Alain trouve le style même de ses confidences étudiées. Et je crois qu'en effet, c'est d'abord dans certains propos, et puis, comme par exemple j'avais un frère de lait, etc., puis dans les souvenirs de guerre, qu'il a trouvé, déjà dans les souvenirs concernant Jules Lagneau, qu'il a trouvé par exercice le ton d'une certaine confidence qui livrait énormément de l'homme, et qui est telle qu'on s'aperçoit que, à la vérité, beaucoup de propos sont extrêmement près de l'homme, au point, par exemple, et nous pourrions ici en apporter tous les trois témoignages, M. Bridoux, M. Bénézet et moi, nous retrouvons dans certains propos des conversations, des promenades, n'est-ce pas, qui ont réellement eu lieu. Même tout dans les premiers propos, dans Même les propos dans les d'un premiers Normand, propos. La visite au jardinier ou les bateaux La qui... petite fille au bord de la mer, Oui. par exemple, qui est Madame Chartier, etc., n'est-ce pas. Il y a une multitude d'anecdotes qui sont... Mais alors le propre d'Alain est d'avoir transformé justement l'anecdote qui ne serait qu'anecdote, au fond, quand on y réfléchit bien, en poème, n'est-ce pas. Il y a un changement de plan. Ce qui me paraît incontestable, c'est qu'il y avait chez lui une pudeur très marquée à l'égard de la vie privée. Oui.
Et quand il parlait ensuite, parce que moi je l'ai entendu raconter d'une façon délicieuse, des souvenirs tout à fait intimes, ce que je peux dire, je regrette bien maintenant que le magnétophone n'ait pas existé, parce que ce que je peux dire, ce qui aurait été étonnant, c'est que on aurait vu que le récit d'Alain était quand il parlait de lui, par exemple quand il racontait sa vie gaie à Lorient, n'est-ce pas? Eh bien, dans ces cas-là, sa parole avait la retenue, le choix, l'humour qu'aurait eu un texte écrit. Oui, et puis en même temps, dans la première partie de cette histoire de Mes pensées, on s'aperçoit que l'homme, pendant une grande partie de sa vie, c'est-à-dire au moins jusqu'à 50 ans, a eu beaucoup de peine à soulever cette vie avec toutes les activités qu'elle comportait, la fatigue qu'elle lui donnait, et peut-être le fait de vivre dans un état de dépression ne lui permettait pas de raconter cette vie. Oui, et puis peut-être y a-t-il un bonheur qui vient avec les approches de la vieillesse et qui permet de raconter ce qui est à distance de vue. J'ai vu s'écrire devant moi jour par jour, au Pouldu, l'histoire de mes pensées en 1935. Eh bien, Alain les a écrits dans un enthousiasme qui serait plutôt le propre d'un romancier ou d'un poète que le propre d'un philosophe, n'est-ce pas? Il avait un plaisir vif à écrire. D'ailleurs, il n'avait pas l'intention d'en faire une leçon pour tout le monde. Non, c'était bien de lui c'était qu'il s'agissait, vraiment n'est-ce pas? un cas personnel qu'il présentait, un peu, si vous voulez, à la manière de Descartes, qui dit « je présente ici mon portrait ». Je rappelle donc que cet ouvrage de la Pléiade s'ouvre sur Histoire de mes pensées, ce récit de la vie d'Alain écrit par lui-même, sur un mode personnel mais en même temps objectif, comme la confession de foi d'un vrai philosophe, s'occupant avant tout de son cas, mais peut-être si nous parcourons l'ensemble de ce livre, une objection vient à l'esprit. En effet, on trouve dans cet ouvrage les entretiens sur les arts, les entretiens avec le sculpteur ou le musicien, on trouve les définitions, la mythologie, on trouve également les dieux, mais il manque, il me semble, deux choses. D'une part, les souvenirs de guerre qui amorcent la veine de la confidence chez Alain, et d'autre part, il manque les entretiens au bord de la mer. Les entretiens au bord de la mer, c'est évidemment un ouvrage assez théorique où Alain reprend l'essentiel de ses cours sur la roue, sur la technique, ces exemples extrêmement précis de techniques sur lesquelles il exerçait les esprits de ses élèves. Mais en dehors même de ces propos de physique ou de technique, il y a dans les entretiens au bord de la mer, il me semble, la conclusion des dieux. En effet, les entretiens au bord de la mer s'achèvent par une leçon de détachement. Le sage quitte le monde et on pourrait dire, étant donné que chez Alain, les dieux, c'est l'esprit de la nature repensé par l'homme et élevé par l'homme jusqu'à la religion personnelle, on pourrait attendre cette conclusion des entretiens au bord de la mer, marquant le dernier détachement et l'entrée dans une religion de l'immortalité. Nous avons préféré garder les entretiens au bord de la mer pour terminer en beauté le second volume qui paraîtra l'an prochain. J'ajouterais même, si vous le permettez, une raison qui n'aurait pas déplu à Alain, c'est que la grosse difficulté, quand on constitue un tome de la Pléiade, c'est le cadrage. Et qu'il faut naturellement s'arranger pour que des œuvres se trouvent juxtaposées dans une apparence qui semble naturelle, et ça n'est pas commode. Les écrits de pédagogie sont évidemment absents de ce volume qui groupe surtout des textes sur l'art et sur la religion. Néanmoins, André Bridoux, dans la préface qu'il a écrite pour cette édition, projette tout de suite la valeur éducatrice de l'œuvre. Il y a en effet dans l'œuvre littéraire ou artistique d'Alain constamment une volonté de penser par lui-même qui correspond exactement à sa méthode d'enseignement, s'efforçant d'éveiller ce qu'il appelait les vigiles de l'esprit. Il y a chez lui une façon de concevoir le problème de l'éducation. L'éducation, ce n'est pas la science, c'est ce qui libère l'homme, ce qui le sort de lui-même, éducare. L'affermissement, en somme, de la dignité de l'homme grâce aux humanités, ces humanités qui sont représentées dans le livre par Balzac, par Dickens et par Stendhal. Un homme instruit est un homme qui se défend de juger sans savoir, un homme qui ne se laisse entraîner ni par l'autorité, ni par l'intérêt, ni par l'amitié. En somme, comme disait Alain, c'est un roi de ce monde, parce que toute chose ne l'approche qu'avec permission. Et encore, cet homme, bien éduqué, est un fils des dieux, car les plus grands esprits de l'histoire de l'humanité ont été ses maîtres à penser. Eh bien, j'aimerais qu'André Bridoux précise, lui qui a connu cet enseignement d'Alain, qu'il précise exactement la méthode d'Alain professeur. Il ne faut pas oublier
qu'au temps où j'ai connu Alain, c'est-à-dire un peu avant 1914, les enfants qui entraient en Cagne étaient souvent malheureux à cause du pouvoir de juger exercé à ce moment-là absolument sans mesure et qui quelquefois était vraiment destructeur. Alain nous traitait avec une humanité et avec une douceur dont je lui suis toujours reconnaissant. Nous sentions devant lui que nous étions reconnus, que nous étions respectés, que nous devenions des hommes et qu'il nous donnait l'existence rien que par la manière de nous parler. Il a dit quelque part, n'est-ce pas, que pour lui, tout esprit était tout l'esprit, et c'est bien en effet l'impression qu'on avait dans sa classe. Par conséquent, vous voyez qu'il y a de ce côté une très grande bienfaisance qu'il a exercée. Seulement, comme j'ai essayé de le dire, il y avait aussi une contrepartie, c'est qu'en même temps qu'il reconnaissait tout être humain comme un homme, il le confiait à lui-même comme un homme avec tous les risques que cela comportait, et c'est là une idée qui était très importante et qui devait dans son œuvre avoir un très grand développement. Bénézet me signalait il n'y a pas très longtemps que s'il y avait un accent à mettre sur l'œuvre de Chartier, ça serait peut-être sur la partie morale. Je crois qu'il a raison. On voit combien cette idée est dans le prolongement de ce que j'essaye de dire, c'est que l'homme doit se confier à lui-même, aussi bien dans l'œuvre de la pensée que devant l'action, pour essayer de restituer au monde une sorte de moralité qui pourrait paraître sans ça défaillante par bien des côtés. Mais cette moralité ne repose pas sur elle-même, elle ne repose pas sur la nature de l'homme. C'est l'homme plus le monde, plus surtout le monde de la culture, le travail sur toute la culture. Oui. Seulement, il n'y avait pour lui de travail qu'appliqué à un objet résistant. Oui. Et les auteurs étaient pour lui, enfin si je puis dire, les premiers de ces objets résistants auxquels il nous invitait à nous appliquer. Une des choses que j'ai appris de lui, c'est le respect des textes comme tels qu'il fallait copier, apprendre par cœur et bien se garder de modifier ou de résumer. Et c'est peut-être ce qui fait l'unité du livre que nous examinons en ce moment, parce que l'artiste doit être en même temps le penseur, et le penseur lui-même doit être artiste. Seulement je crois qu'on pourrait privilégier le cas de l'artiste, parce que comme il l'a dit, les beaux-arts lui ont toujours paru un sujet solide entre tous. C'est dans les beaux-arts où vous êtes vraiment aux prises avec un objet résistant qui ne pardonne pas, mais qui permet les voies d'exécution. Il y a toute une discipline de l'imagination dans les beaux-arts. Oui, et c'est ça, je crois, une de ces idées cardinales qui est destinée à trouver des échos dans tous les autres domaines de son œuvre, de même qu'il n'y a pas d'imagination sans la matière d'une œuvre, il n'y a pas non plus de connaissance sans la présence d'un monde et d'un objet actuel, et il n'y a pas de moralité sans la présence d'une œuvre. La meilleure attaque, la meilleure introduction peut-être à l'examen des idées de Alain sur les beaux-arts, ce serait peut-être de reprendre, vous vous souvenez, cet épisode des souvenirs de guerre. Alain reste 3 mois à l'hôpital de Tantonville. Alors pour se sauver de l'ennui, il commence d'étudier des reproductions d'art afin de retourner le problème des beaux-arts. C'est à partir de la guerre et pendant la guerre qu'il a commencé à s'intéresser aux œuvres artistiques. Avant, les musées l'ennuyaient, tout ce qui était passif dans l'art, il ne pouvait pas le supporter. Je crois, disait-il souvent, que pour s'intéresser aux arts, il faut être sujet à l'ennui. Pourquoi cela ? Eh bien, d'abord parce que l'homme qui s'ennuie est prompt à se réjouir en espoir, et à cet égard, l'invention artistique qui ouvre toujours un avenir neuf stimule l'ennui, le met en marche et le dissipe par le fait même. Ensuite, parce que l'ennui développe en nous un état de disponibilité totale. L'ennuyé est un homme sorti de son champ d'action, il demande alors aux fictions d'occuper le vide laissé par l'isolement et l'indifférence. Et à cet égard, je crois qu'on ne peut pas séparer la théorie des beaux-arts chez Alain des problèmes de métier. Il faut exercer les beaux-arts pour être récompensé et trouver vraiment ce qu'est leur vertu. C'est alors qu'on touche au sublime. Mais le plus souvent, on ne sait même pas qu'on touche au sublime. En tout cas, c'est le métier qui commande. Il répétait souvent, on fait d'abord une toile qui, de plus, ressemble à ceci ou cela. On fait d'abord un arceau qui, en outre, ressemble à une branche ou à un ange. Et c'est de l'exécution que dépend d'abord la beauté. Les beaux-arts doivent être d'abord des arts.
Et à cet égard, on pourrait dire que Alain a goûté la peinture parce qu'il a été peintre, il a composé de la musique, il s'est exercé à la belle prose et c'est ainsi qu'il a aimé la prose. Il ne s'est pas exercé, tout au moins publiquement, à la poésie, mais on imagine Alain écrivant des vers pour goûter les poètes, ou tout au moins apprenant les poètes par cœur, ce qui est une manière de reprendre cette espèce d'action créatrice qui est la caractéristique toujours chez lui du problème des beaux-arts. Il a dit d'ailleurs dans l'histoire de mes pensées qu'une de ses chances, ça avait été d'être formé à la musique dans son enfance. Mais je crois qu'il a trouvé son terrain d'élection avec la prose, qui correspondait chez lui, n'est-ce pas, à son don du Seigneur, c'est-à-dire à une vocation personnelle très déterminée, et qui se manifestait par la force de certaines admirations. Oui, puis la prose est toujours définie comme le plus libre des arts dans cette classification des beaux-arts. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas chez lui, comme chez beaucoup d'esthéticiens, l'idée de la valeur des arts, de ce côté noble prestige que l'art exerce sur une imagination, le côté à genoux devant les beaux-arts. Là, il faut pratiquer les arts réellement. Il faut produire. J'ajoute que pour la musique, il a été un exécutant. L'une de ses chances est d'avoir rencontré, quand il préparait l'école normale, une famille de musiciens, comme il l'a dit dans les souvenirs concernant Jules Lagneau, qui n'était autre que la famille de son ami l'endormi. Oui, on fait une fugue comme on fait une table. Il est évident que dans ce propos, le mot qu'il privilégie, c'est le mot faire, et ce n'est pas du tout le mot fugue qui désigne l'œuvre d'art. Et constamment, il répétait que l'ouvrier porte l'artiste. Et cela explique, il me semble, certains paradoxes de cette classification des beaux-arts. Il y a une place importante donnée à des arts de pur artisanat, comme le lavis. De même, il pensait que l'architecture était plus importante que la sculpture, dans la mesure où elle sauvait la sculpture, où elle la portait. Une cariatide aussi était plus belle qu'une statue libre. C'est paradoxal, mais ça ne l'est plus, si on voit avant tout le travail sur la matière résistante, et c'est cette résistance de la matière qui permet à l'inspiration de donner son libre champ. De même, les vitraux et les rosaces suivent la loi du maçon. C'est le maçon qui est le maître ouvrier de l'ensemble de l'édifice. Toujours l'ouvrier porte l'artiste. Et vous avez peut-être remarqué aussi, il a un très beau chapitre qui est consacré à l'art du meuble. Oui. Et il aimait beaucoup parler de la sculpture sur bois. Pourquoi ? Parce que je crois que c'était là qu'il trouvait peut-être l'image la plus éloquente de ce qu'il voulait dire. Vous savez, ce travail qui fait que chaque entaille de canif sert de point de départ à une entaille nouvelle et permet ainsi à l'œuvre de se façonner et de se représenter à elle-même en même temps. Oui, et nous avons dit tout à l'heure que l'ouvrier portait l'artiste, mais il y a un complément à cela, c'est l'idée que la nature porte l'ouvrier, c'est-à-dire que la nature nous façonne, déclenche en nous des forces qu'il faut à tout prix organiser, il faut essayer de tirer parti de ces forces et en faire quelque chose en les gouvernant, en les façonnant. Et je crois que on pourrait assez bien résumer l'ensemble de l'œuvre d'Alain en disant qu'il a essayé de dégager des élans, des pulsations, ces élans et ces pulsations qu'on enregistre dans l'humanité moderne et qui souvent prennent une allure déchaînée, anarchique. Il faut essayer de suivre ces forces, il faut essayer également de les gouverner. L'humanité, selon lui, a besoin d'un mouvement extrêmement profond qui doit prendre une forme organique. Elle cherche le remède, elle cherche l'arme qui saura la sauver et elle la trouve. Et cette arme, c'est la pensée véritable. La nature, au fond, est gouvernée par la pensée quand la pensée arrive et réussit à intégrer l'ensemble de ce que la nature peut libérer en nous. Et vous parliez tout à l'heure, Georges Bénézet, de Alain moraliste. N'est-ce pas dans ce sens qu'il faudrait essayer d'étendre cette notion de morale qui peut paraître assez palote à côté de l'œuvre extrêmement dense, vigoureuse, réaliste que nous étudions en ce moment? Alain est un de ces hommes qui ont essayé, dans le cours de l'histoire, il marquera à mon avis de cette façon, qui ont essayé de demander à l'individu de refaire, de reprendre pour son compte ce que la société s'avérait incapable de soutenir et de créer, c'est-à-dire un moralisme, une cité des sages, si vous voulez, en poussant les choses à bout.
Et c'est ce qui le lie d'ailleurs à Platon, à Socrate, aux stoïciens. Oui, mais alors ne croyez-vous pas qu'on pourrait aussi mettre l'accent sur la tension? Au fond, il rêvait de cette cité des sages, mais peut-être avait-il une plus juste, une plus exacte idée de la fragilité de l'homme pris au milieu de circonstances qui lui échappent, dans un monde qui lui est hostile. L'homme n'a de ressources que dans sa propre volonté, c'est ce qu'il répète toujours. Oui. Et il ajoute constamment, c'est une idée aussi vieille que les cavernes, que le froid, que la faim. Donc peut-être faudrait-il ne pas étendre ce moralisme dans le sens d'une société harmonieuse et parfaitement équilibrée. C'est un effort pour retrouver la nature profonde de l'homme. Maurice Savin. Monsieur Bridoux dit très bien, et je m'excuse de lire devant lui la dernière phrase de sa très belle préface, derrière l'admiration pour un mot comme celui-là, qui ne sent l'espoir d'un monde humain et divin à la fois, où tout se déciderait selon l'esprit libre et l'amitié absolue, ce qui renvoie la société à elle-même au profit de cette autre société qui est la société d'un esprit avec lui-même et avec les autres esprits, et avec des hommes, mais des hommes particuliers. Et c'est ça l'amitié. C'est ça Oui. l'amitié. N'est-ce pas? C'est bien les sages, n'est-ce pas? C'est bien les sages. Qu'est-ce que c'est que Platon? C'est un homme qui résiste aux sophistes. Et qu'est-ce que c'est que les sophistes? Ce sont des gens qui s'abandonnent à la politique et Non, à la alors, corruption des mœurs. Quelle existence réelle peut-on donner à une société où il n'y y a- a il n'y a Alain pas, au justement. XXe siècle, Platon... Ah, mais nous sommes au XXe siècle, mais c'est au XXVe que nous verrons ce que ça donne. Nous verrons. Et je Que crois- nous verrons, et- enfin qu'on verra. Et je crois que ça correspond à une intention extrêmement précieuse qui était de transporter cet esprit-là dans un domaine qui lui était extrêmement cher, c'est-à-dire le domaine de l'expérience actuelle, des relations Exactement. d'homme à homme. D'ailleurs, Et il ne ce se fait qu'il pas crée- d'illusions. Dans une dédicace à Madame Morland-Blin, il dit « Je vois qu'il y a vraiment quelque chose de difficile à faire, réellement difficile. C'est une république vraiment laïque. » N'est-ce pas? Il ne se fait pas Oui, d'illusions mais du il pensait à la classe. Or, la classe, c'est quand même un laboratoire, Mais non? partout, Non, non. C'est quelque Les chose de très souvenirs de épuré. guerre, les souvenirs de guerre qui figureront dans le prochain volume sont extrêmement précieux à cet égard-là, parce qu'on y sent un effort constant pour apporter, dans les relations avec les hommes, cet esprit dont parlait Bénézet, qui est le véritable esprit d'égalité. Il dit à un moment dans les souvenirs de guerre qu'un jour il s'était aperçu qu'on le traitait bien parce qu'on savait qui il était, un professeur réputé dans son métier. Et il dit, ça ne me suffit pas. Je veux être respecté comme homme et comme homme tout court. Eh bien, c'est cet esprit de pure égalité qui s'efforçait de faire rayonner autour de lui, et il espérait que, par voie de conséquence, par une espèce d'effet de tache d'huile, conquérir par là cette espèce de société dont vous parliez. Et une influence d'autant plus forte que, comme vous le disiez tout à l'heure, la violence était constante chez lui, sous-jacente. Oui, Je me souviens en classe, par exemple, n'est-ce pas, la moindre chose, il était obligé de se dominer. Quand quelque chose n'allait pas bien, il se remettait immédiatement. Oui, c'est l'importance donnée à la psychologie profonde et puis, au Oui. fond, à cet effort d'équilibre qu'il a Tout à fait constamment d'accord. essayé d'établir en lui-même et sur les auteurs qu'il lisait et qui pouvaient lui donner l'idée qu'il était au centre d'une compréhension générale qui prenait les hommes non pas en masse, en groupe, mais qui les prenait par-dessous dans leur spontanéité et dans leur force spirituelle la plus réelle, la plus efficace. On le rapproche de Montaigne, et on n'a pas tort, mais on le rapproche d'un Montaigne qui doit être considéré comme stoïcien. La manière dont tourne cet entretien, où vous avez été amené à évoquer l'idée que Alain pouvait avoir de la société, de l'amitié entre les hommes, nous amène à ouvrir la dernière partie de ce livre qui concerne les dieux. On se souvient de la phrase essentielle des dieux: les religions sont moins les étapes de l'homme que les étages de l'homme. Et en effet, dans ce livre, Alain s'efforce de faire un petit bout de chemin avec chacune de ces religions, de les comprendre avec une sympathie volontairement accueillante afin de voir exactement à quoi elles correspondent, quelle est la vérité de chacune de ces religions. Il pense tous les dieux et il compose, exactement comme il s'efforçait de composer tous les intérêts humains, il compose une sorte de panthéon des dieux. Bien, la première question qui se pose, c'est de savoir comment sont nées les religions. Elles naissent de nos émotions. Nos émotions, étant donné qu'il y a un pacte avec la nature, que l'homme cherche toujours à voir ses émotions, même si elles sont strictement intérieures, et surtout si elles sont intérieures,
Eh bien, étant donné qu'il y a ce pacte, l'homme cherche des simulacres qui correspondent à ces paniques, à ces émotions qu'il y a en lui. Il ne voit rien, mais précisément, c'est dans cette présence cachée, ou si l'on veut, dans cette absence, car les dieux restent évidemment cachés et embusqués, c'est là que nous croyons que tout est plein de dieux. Et les dieux refusant de paraître, c'est par ce miracle de leur absence que se constitue une religion qui se développe en temple, en statue et en sacrifice, c'est-à-dire en substitut des dieux à hauteur humaine. Eh bien, une question tout de suite se pose. Quelle est exactement la position de Alain à l'égard de la religion et en particulier du christianisme? On sait qu'il ne croyait pas à l'immortalité personnelle, mais si on lit d'une manière précise, attentive, les dernières pages des dieux, on s'aperçoit que toute cette gigantesque mythologie qu'il a essayé de reconstruire aboutit au triomphe néanmoins de la religion personnelle. Je vois dans les dieux son chef-d'œuvre, alors par conséquent, en parler me semble un petit peu inutile. Il faut le lire, en particulier sur le double propos sur l'esprit, l'un qui termine un livre, l'autre qui commence avec le même titre, le livre final, et enfin le dernier chapitre où il montre, où il retrouve, à peu près exactement selon moi, la vraie foi évangélique, c'est-à-dire le christianisme tel qu'il n'existe pas encore. C'est très important qu'il ait appelé ce livre « Les dieux » et non pas « Dieu ». À vrai dire, aucun des dieux n'est Dieu. Même le dernier venu, qui voudrait nous faire croire qu'il est Dieu, Alain n'accepte pas de dire qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Je me rappelle une phrase qui est tout à fait étonnante, une expression qui est tout à fait étonnante, et qui se trouve dans un propos qui a été réuni dans le groupe Propos sur l'éducation, où il dit qu'il faut dépasser Dieu. Parce que Dieu deviendrait objet s'il était Dieu, n'est-ce pas? Et le Dieu esprit, s'il est supérieur aux autres, c'est dans la mesure où il refuse de devenir un objet en se le donnant. Il appelle Dieu dans ce recueil, à un endroit, là, dans les préliminaires à la mythologie, une idée auxiliaire, n'est-ce pas? Vous voyez, Dieu lui-même, tel que les présente les religions, il ne faut pas oublier qu'en un certain sens, on ne peut pas penser Dieu sans les dieux. Mais il faut comprendre aussi, parce qu'une pensée doit toujours avoir son objet, mais il faut comprendre aussi qu'il ne faut pas confondre l'objet de la pensée avec la pensée elle-même. Et ce n'est pas une idée générale. Du tout. C'est une décision. On perdrait Dieu à le confondre avec un des dieux, n'est-ce pas? L'esprit ne doit à aucun moment s'apesantir ou s'endormir dans le ravissement de lui-même. Il n'est toujours que dans sa propre conquête. Il faudrait peut-être citer l'un des derniers propos des dieux sur la Trinité, où précisément dans ce mélange des trois dieux, l'un et l'autre s'annulent, le Dieu du Père qui est le Dieu de la nature, celui qui menace, celui qui détruit, celui qui interdit. À ce Dieu menaçant s'ajoute le Dieu de l'intériorité, le Fils bien-aimé, qui permet à l'homme de répondre à Dieu, tu m'aides, mais c'est moi au fond qui m'aide. Oui. Et finalement, c'est l'esprit qui est Dieu. Et l'esprit. La colombe qu'on oublie toujours. Vous venez d'entendre Thèmes et controverses, revue radiophonique des idées et des lettres de Pierre Cipriot. Aujourd'hui, à l'occasion de la publication de l'œuvre d'Alain dans la bibliothèque de la Pléiade, édition Gallimard, Les dieux et les arts selon Alain, avec la participation de Georges Bénézet, André Bridoux et Maurice Savin. La semaine prochaine, la danse et le sacré, avec la participation de Philippe de Félis et de Jean Cazeneuve.